Test 1, 2, test, test. Bien, mes chers collègues, je vous souhaite la bienvenue pour ce conseil municipal du 11 mars 2024, dont le secrétaire de séance sera Monsieur Vincent Bénard. Vous indiquez que Madame Danielle Castagnera donnera procuration à Madame Chabat lors de son départ, qu'Isabelle Madrid a donné procuration à Madame Fabre-Tabourin, que Monsieur Coldefi a donné procuration à Monsieur Gestin, que Madame Micouane donne procuration à Monsieur Penn, Monsieur Hanotin a donné procuration à Jean-François Larose, Guillaume Garrigue à Madame Jeanne Sallet, Amical Marty à Madame Maude Dumont, Madame Grélardet-Delec à Monsieur Bardin et Monsieur Salem Erchouk donne procuration à Madame Thomas Pitot. Avant l'ordre du jour, je vais vous proposer un élément important qui est le rapport de transition écologique et sociale. Avant de laisser la parole à notre collègue Sophie Rondeau et l'ensemble des personnes qui ont contribué à cet exercice, je voudrais vous dire la fierté qui peut être la nôtre. Alors tout est toujours perfectible dans n'importe quel document. Je voudrais vous spécifier que seules les villes de plus de 50 000 habitants sont obligées d'établir de tels rapports et que Talence a souhaité avoir un élément qui nous permette d'échanger là-dessus. Donc je voudrais, c'est une première, le débat avec l'opposition, avec la forte représentation de l'opposition à l'heure où je parle, permettra de pouvoir, mais qualitative, pas quantitative, mais qualitative, permettra de pouvoir justement échanger ensemble, et un peu comme on l'avait fait, notamment je pense au rapport notamment d'égalité femmes-hommes, et bien qu'on puisse se dire quels sont les éléments qui nécessitent d'être améliorés et celles et ceux qu'on pourrait suivre dans le futur. Madame Sophie Rondeau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. À l'heure où le changement climatique s'installe partout dans le monde, où nous sommes témoins de phénomènes extrêmes ayant des conséquences parfois désastreuses sur les biens et les personnes, et je veux aujourd'hui avoir une pensée particulière pour les personnes disparues ce week-end dans le Gard, mais aussi sur l'île de Ré, avoir une pensée pour les habitants des départements du nord de la France qui ont été touchés par des inondations, ceux des Pyrénées-Orientales qui manquent d'eau potable, nos voisins du littoral qui subissent chaque jour ou presque l'érosion du trait de côte. Nous devons plus que jamais être mobilisés au quotidien sur nos territoires pour que la transition que nous sommes en train de vivre soit la plus contenue possible et que ses conséquences soient les plus acceptables possibles. J'ai passé jeudi et vendredi dernier au World Impact Summit qui se tenait à Bordeaux. J'ai eu le plaisir d'échanger avec beaucoup de personnes et d'écouter des discours inspirants, dont celui de Madame Hillary Clinton. Je vais me permettre très humblement de reprendre un extrait de son allocution. « Chacun seul n'y arrivera pas, il faut construire des solutions communes. La transition ne sera un succès que si elle fédère. Le discours sur l'écologie, c'est aujourd'hui faire moins et pour tout le monde. La transition écologique peut apporter du mieux. » Et je retiens également le mot « espoir ». Le changement est inévitable aujourd'hui, mais ne nous cachons pas de lui. Au contraire, agissons, faisons notre maximum pour qu'il se passe le mieux possible. C'est pour cela que cette transition doit se faire à tous les plans, tant sur les aspects environnementaux que sur les aspects sociaux. Car le changement que nous vivons aujourd'hui nous prouve ce qui était annoncé depuis déjà longtemps, que nos ressources ne sont pas infinies et que notre climat girondin ne sera pas toujours aussi clément. Chacun de nous a son rôle à jouer et les collectivités territoriales sont partie prenante de ce changement.
en agissant au quotidien sur ses propres impacts, en montrant l'exemple et en offrant aux habitants un cadre de vie apaisé. Et ainsi, nous pourrons fédérer pour agir tous ensemble globalement. Nous avions comme objectif de campagne de vous rendre compte sur les aspects du développement durable via le rapport du même nom. Nous vous en avons présenté l'an dernier la première version et je suis très heureuse aujourd'hui de vous en présenter la seconde version qui, comme vous l'aurez noté dans mon préambule, a changé de nom, le rapport de transition écologique et sociale. Je vais donc vous faire une présentation synthétique de ce rapport en vous invitant dès ce soir à le consulter sur le site internet de la ville. Nous venons de le dire, le rapport de développement durable a évolué vers le rapport de transition écologique et sociale. Car à l'inverse du développement durable, qui est dit faible, la transition écologique soutient le concept de durabilité forte, selon lequel l'humain est à l'intérieur du réseau équilibré des écosystèmes, solidaire du destin de ses membres. C'est pour ça que nous avons fait le choix de transformer ce rapport de développement durable en rapport de transition écologique et sociale pour aller plus loin. Le rapport que je vous présente aujourd'hui est un rapport renforcé qui montre que l'exemplarité de la ville doit être un moteur pour encourager tous les talentés à œuvrer au quotidien pour fédérer. Ainsi, la ville agit concrètement sur 5 thématiques majeures. L'accélération de la transition énergétique, l'aménagement d'une ville respirable et durable, la sensibilisation et l'encouragement de la participation citoyenne, le renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité, et les actions des services municipaux dans l'effort collectif. Ce rapport, qui émane de la seule volonté de la ville, puisque nous sommes moins de 50 000 habitants, comme Monsieur le maire vient de le rappeler, a pour principal objectif de vous rendre compte et de mettre en lumière l'engagement de Talence à devenir une ville durable. Et l'expérience de nos 2 jours la semaine dernière au World Impact Summit a démontré une fois de plus l'importance d'un tel rapport qui a également comme intérêt de pouvoir échanger, de pouvoir expliquer. Ce rapport, tel que je vais vous le présenter, juste après, s'appuie sur une véritable méthodologie de travail basée sur 2 grands piliers. Tout d'abord, un outil de suivi de toutes les actions de la ville, service par service, compétence par compétence. Cet outil nous servira, année après année, à voir nos évolutions, à fixer nos priorités d'action. Je me permets d'ailleurs de rappeler que 37% du budget d'investissement de la ville est fléché sur la transition écologique et sociale. Le deuxième pilier nécessaire à l'établissement d'un tel rapport est la transversalité, et je rajouterai également l'implication. Je voudrais à cet effet passer mes plus sincères remerciements à l'ensemble des services qui ont participé de près ou de loin à ce rapport, et plus particulièrement aux personnes qui ont écrit ce document des directions aménagement urbain durable, ville dynamique et attractive et de la communication. Un grand merci donc à Monsieur le directeur des bâtiments et de la transition énergétique, Madame la directrice des espaces publics, Monsieur le directeur de la communication, Madame la responsable marketing qui s'est retrouvée impliquée dans ce projet, Madame la responsable de la communication, Madame la chef de service de la Maison du développement durable, Madame la technicienne de la transition énergétique, les graphistes, le service communication en général, et un grand merci, Monsieur le maire, pour votre confiance. Vous voyez, en citant non pas ces noms, mais ces fonctions, cette transversalité et cette implication pour faire ce rapport. Alors concrètement, ce rapport, c'est 40 pages, 5 chapitres correspondant aux 5 axes que vous retrouverez avec un code couleur. Donc l'axe 1, accélérer la transition énergétique. L'axe 2, aménager une ville durable et respirable. L'axe 3, encourager les vivre ensemble et la participation citoyenne. Axe 4, renforcer la cohésion sociale et la solidarité. Axe 5, participer à l'effort communautaire et faire sa part. À l'intérieur de ce rapport, pour chaque axe, vous retrouverez 3 doubles pages. Vous y retrouverez la stratégie globale de la ville pour chaque axe, puis 5 à 6 sous-thématiques, et également l'engagement de la ville pour chacune de ces sous-thématiques. 2 à 3 exemples concrets viendront illustrer ces sous-thématiques. Pour chaque axe, on retrouvera également le rappel des engagements de la ville aux objectifs du développement durable sous forme de pictogrammes, puis un rappel couleur sur les doubles pages suivantes. Voici donc l'exemple de l'axe 1, accélérer la transition énergétique.
Donc vous voyez à droite la stratégie globale de la ville, de cet axe. Vous retrouvez ici à gauche les objectifs de développement durable qui sont concernés. Puis vous retrouvez les sous-thématiques en vert ici et en rouge les différents exemples. Des chiffres concrets, des engagements concrets. Voici donc la première double page d'exemples par sous-thématique et la deuxième, et vous retrouvez à gauche les différentes couleurs qui vous rappellent chaque engagement des objectifs du développement durable. Je ne vais évidemment pas vous faire ici la liste de toutes les actions qui sont à l'intérieur de ce rapport. Je vais vous inviter à le consulter et vous dire que je me tiens à votre disposition, à toutes et tous, pour échanger dessus, pour discuter, pour faire évoluer. Et puis, pourquoi pas, pour l'année prochaine, monter un groupe d'échange pour faire évoluer ce magnifique rapport. Merci beaucoup. Tu as terminé par ce que je disais. Je voudrais vraiment aussi m'associer à tes remerciements fonctionnels et non nominatifs de ces personnes qui ont fait là-dessus. C'est la deuxième année. Je sais que le World Impact Summit, en français dans le terme, n'a pas permis peut-être les échanges nécessaires préalablement à l'envoi de ce dossier en conseil municipal, mais comme vient de le faire Sophie, rien ne l'y oblige, évidemment, mais je pense que s'en suivra sûrement un temps d'échange entre nous, en dehors de cette enceinte municipale, de manière justement à recueillir vos avis, suggestions, perfectionnements, et qu'on puisse effectivement continuer à nourrir ce document qui se veut avant toute chose, Sophie, évidemment, je te remercie, très pragmatique. Ce n'est pas une feuille de route incantatoire, ce sont des éléments très concrets que doit s'astreindre cette ville. Et puis, de le rappeler que ce n'est pas simplement que de la végétalisation, c'est bien au-delà. C'est aussi ce qui fait le sens de cette ville avec tout un tas d'acceptions à l'intérieur. Et puis, on aura l'occasion de le développer chaque année. Nul doute que les prises de parole peut-être vont suivre. Madame Rami, je vous en prie. Oui, bonjour. Avec toutes nos excuses pour ce léger retard. Donc, on a pris juste la présentation au tout début, donc ça va très bien. Donc, effectivement, on regrette de ne pas avoir eu ce document un petit peu en avance. Donc, des personnes qui étaient au World Impact Summit m'ont gentiment transféré le document que je retrouve aujourd'hui. Donc, on aurait pu au moins avoir ça en amont. Ça aurait été une chose. Alors, plusieurs remarques. Déjà, vous avez changé le titre en utilisant transition écologique et sociale. Donc, je ne peux que saluer, bien évidemment, au nom du groupe, le choix de ce titre. Et après, d'autres remarques où les émotions sont un petit peu fluctuent, puisque vous nous parlez de plans de sobriété, de plans véhicules, donc on reste un petit peu sur sa faim. Alors toujours pareil, hein, rien qu'avec ce document là, donc on attend le rapport. On ne peut pas dire grand-chose effectivement là-dessus, hein, sur la base de ce que vous présentez là, donc à voir si on peut continuer une discussion pour la suite avec une présentation. Il y a quelque chose à dire, mais là, je pense que ça va manquer de fond ça va manquer de fond, nos discussions, ce que je trouve dommage. Voilà. Alors, je le rappelle, merci, que rien n'oblige à cet échange. Il y a eu très factuellement le sommet qui n'a pas permis. On a pris l'habitude maintenant, depuis de très nombreux mois, de vous présenter, échanger avec vous en amont. Là, c'est une occasion manquée, mais qui a été, je crois, transférée par mail. Mais Sophie va vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Madame Kelly. Oui, alors moi, je tombe de ma chaise parce que vous nous dites que vous voulez un débat avec l'opposition. On débat sur quoi? Il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien pour nous pour débattre. Moi, je n'étais pas au World Impact Summit. Je n'ai pas vu le document. Là, je viens de le découvrir. J'ai juste vu ce qu'il y avait dans le Talence Mag, Cité Mag. Et ça m'étonne vraiment qu'on n'ait pas eu un document un peu conséquent transmis, puisque dans le Talence Cité Mag, il était déjà indiqué que le rapport allait être
être présenté en conseil municipal et qui serait dans la foulée mis en ligne. Donc voilà, et là, c'était même pas à l'ordre du jour. Alors certes, vous n'êtes pas obligé de le présenter, mais dans ce cas-là, ne le présentez pas du tout, puisqu'on ne peut pas avoir de débat. Donc vous phagocytez le débat, public en tout cas. Alors moi, je ne demande qu'à l'avoir en comité à part, mais ce n'est pas la même chose pour les citoyens et les citoyennes de Talence. Donc, j'ai quand même une question. Par rapport à ce que j'ai lu dans le Talence Cité Mag, dans un rapport de cette nature, je pense je ne sais pas ce qu'il contient, donc je voudrais avoir des précisions là-dessus. Est-ce que vous avez fait le point sur les perspectives, les marges de progression? Merci. Monsieur Joliot. Bonsoir, monsieur le maire, chers collègues. Oui, je peux que reprendre ce qui a été dit sur la transmission des documents. Je pense que ce document est fondamental pour le débat, pas seulement du Conseil ou d'une partie du Conseil, mais de tous les Talençais. Et je pense que la diffusion la plus large serait nécessaire. Comme l'a dit Christine, soit on a des documents et on peut vraiment débattre dessus sereinement parce qu'on peut préparer nos questions, on peut travailler le dossier, soit on ne peut pas le faire. Moi, je ne pense pas que la démocratie soit soluble dans les condescendances ou les petites attentions du genre on vous le donne, on est bien gentil de le faire. Non, c'est pas ça. Je crois que maintenant, c'est la prise de conscience collective, que la transition est fondamentale et que c'est tous ensemble, en travaillant dessus, qu'on arrivera peut-être à avancer le mieux. Voilà, donc cette idée qu'on peut partager ce qui est partageable et ce qui doit l'être pourrait peut-être les années suivantes servir de base à une meilleure approche, en ayant les documents 15 jours avant, si possible, ou une semaine avant au moins, on pourrait travailler dessus et amener de façon constructive un certain nombre de choses. Voilà. Merci. Je t'en prie, vas-y. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Non, moi, nullement de polémique. Je me réjouis d'une chose. La première, c'est que on quitte un peu cet esprit de développement durable qui était un peu flou et qui ne permettait pas peut-être de cerner l'ensemble des problématiques, et qu'on intègre dans les transitions la transition sociale. Et à ce titre-là, je suis assez impatient d'aller lire ce rapport pour voir ce qu'effectivement vous y avez prévu. Et la deuxième, c'est pour ouvrir un peu le dialogue sûrement qui est futur, et puis parce que je pense que ces problèmes de transition écologique ne sont pas l'apanage des métropoles, des habitants de la ville, mais bien des problèmes qui s'étendent sur toute notre région, et j'espère trouver dans ce rapport aussi les liaisons que nous avons sur nos territoires. Girondins, puisque nous en faisons partie, et Nouvelle-Aquitaine, puisque nous en faisons également partie, dans ces rapports que nous entretenons, tant en termes de circuits courts, tant en termes peut-être des nouvelles prévisions que nous avons sur les bâtiments, sur le recyclage et compagnie. Je crois que cette transition qui est à prendre en compte aujourd'hui va au-delà d'une petite réflexion dans un microcosme urbain, mais bien dans la relation que nous allons entretenir avec notre région et notre territoire vaste. Merci beaucoup. Je vous en prie, mon cher collègue. Bien, monsieur le maire, chers collègues, dommage de ne pas avoir eu le rapport transition écologique et sociale, mais ceci étant, la transition écologique doit apporter des modifications dans notre comportement, modifications tant sociales qu'écologiques, durabilité forte sur la transition écologique, énergétique, et cela avec un engagement des citoyennes et des citoyens, car c'est la participation citoyenne, me semble-t-il, qui sera moteur du changement et qui sera déterminante. Avoir un échange commun, un travail commun ne peut que nourrir le document ou ce rapport et avancer dans l'intérêt de la commune. Merci beaucoup. D'autres prises de parole? Je vais laisser la parole à Sophie Rondeau pour qu'elle conclue. Monsieur le sénateur. Oui, je ne veux pas plomber l'atmosphère, mais je veux dire aussi ce que je dis au niveau national. Je trouve que quand cette démarche intéressante, surtout depuis qu'on y apporte cette part sociale, j'ai peur qu'à un moment donné, à force de demander des sacrifices ou des croissances aux citoyens français, il y a un peu une espèce de découragement. Pourquoi je dis ça? Parce que la réalité des choses, et vous le savez tous, c'est que la France ne va pas résoudre seule le problème. Elle représente 1% des rejets mondiaux. On pourrait tous s'arrêter, mourir parce qu'on rejette du CO2, ça ne changerait rien. Alors il faut faire des efforts. Mais les vrais efforts, et il y a là quelques progrès, on le voit entre la guerre des États-Unis et la Chine,
ils viennent de se déclarer une guerre très intéressante. C'est la guerre par rapport aux panneaux photovoltaïques et à l'énergie propre, qui sera le plus performant. Ça, c'est une bonne chose. Pour le reste, moi je le vois ici hors Bordeaux, quand on voit les ZFE et tout ça et qu'on va en campagne, le citoyen il se dit comment je fais. Je veux bien participer à l'écologie, mais comment je fais? Si je peux utiliser ma voiture parce que je n'ai pas le moyen d'en changer, donc ça pose aussi des problèmes d'acceptabilité. Et ce que je dis aussi au Sénat quand j'interviens, le vrai problème en réalité, il faudrait que l'Europe et les pays industrialisés s'intéressent en particulier à l'Afrique. Dans 15 ans, 20 ans, je le rappelle souvent, le Nigeria, ça sera 100 millions, ça sera 700, 800 millions d'habitants. Ils dépasseront la Chine. Et ils ont dans leur sous-sol 10 milliards de barils de pétrole. Est-ce qu'ils vont les utiliser, d'après vous? Oui. Sauf si le monde industrialisé, c'était l'idée de Jean-Louis Borloo, va électrifier l'Afrique de manière à ce qu'il ne s'engage pas dans les énergies fossiles. Et là, le monde occidental aurait un travail énorme à faire pour équiper ces pays. Sinon, ils utiliseront le pétrole. En Guyana, on vient de découvrir une nappe énorme de pétrole. D'ailleurs, le Venezuela se bat pour essayer de récupérer ça. Et donc, ces pays vont utiliser cette énergie. C'est là que l'effort mondial devrait être fait. Alors qu'on en fait à notre niveau, c'est normal, mais j'ai peur que des fois ça décourage les gens, ils disent je fais des efforts, et on n'avance pas. Je vois toujours 3 degrés. Attention à ce découragement, parce que tout ce qui est social, je suis d'accord. Mais les opérations qu'on peut faire, c'est bien, il faut en faire, mais ne soyons pas trop optimistes sur le résultat global. Voilà, il faut être raisonnable dans l'analyse. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Sophie, je t'en prie. Alors, je vous remercie pour vos réactions. Effectivement, bon, alors moi, j'ai vraiment rien à cacher là-dedans. Parfois, on est en avance, parfois, on est à l'heure, et parfois, on est vraiment juste pile à l'heure. Et donc, ce qui peut expliquer pourquoi vous n'avez pas reçu en avance le rapport. Alors, le 4 pages là, qui est à l'entrée et qui a effectivement été distribué la semaine dernière, à l'intérieur, c'est exactement ce qui était dans le Talent SMAG. Hein. Donc, vous l'aviez, pas de surprise. Est-ce qu'il est basé, sur quoi est basé ce rapport? Est-ce qu'il y a des marges de progression? Est-ce qu'il y a des objectifs, etc. Oui. Alors ce rapport, il a été intégralement réalisé par des agents de la collectivité. Et il est basé sur un tableau que je ne vous ai pas présenté ici. Alors je l'ai fait avec plaisir, j'adore les tableaux, surtout les tableaux Excel. Donc je ne sais pas combien il y a de lignes d'action dans ce tableau, mais oui, il y a toutes les actions. En fait, on a vraiment mobilisé tous les services. Toutes les actions sont présentées et avec un niveau aujourd'hui où on en est aujourd'hui. Et donc, effectivement, la phase d'après, ce sera quel objectif on se fixe par axe, où sont les priorités. Donc, c'est vraiment l'objectif, oui, de faire le point, de se noter des marges de progression, bien évidemment. Donc, c'est l'état. Alors, on avait eu un premier rapport l'année dernière qui faisait état d'un certain nombre d'actions. Là, on est monté en puissance sur le nombre d'actions, sur notre engagement, vous y retrouverez la stratégie. Donc, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus musclé sur l'ensemble de ces thématiques. Oui, ouvrir le dialogue également. Je vous l'ai dit dans la présentation. Moi, je suis tout à fait ouverte pour monter un groupe de travail, mais malheureusement, un groupe de travail sur deux, vous n'y venez pas. Donc là, j'espère que si on le propose,
on aura du monde quand on fait des séances. Et puis sur notre implication sur le territoire, oui, moi j'ai tenu défaut professionnel oblige, je pense. J'ai tenu à ce qu'on ait vraiment un axe qui est notre engagement sur l'effort communautaire, et l'effort communautaire qui est métropolitain, départemental, régional. Et donc, évidemment, voilà, il y a peut-être d'autres choses à aller chercher qu'on n'a pas mis aujourd'hui, mais bien sûr, on travaillera ensemble pour améliorer. Maintenant qu'on a la base, on ne pourra que progresser ensemble. Et puis pour la participation, bien évidemment, c'est le fond pour réussir ensemble. Oui, c'est la participation et c'est ce qui fédérera et qui fera qu'on arrivera à quelque chose tous ensemble. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à l'ordre du jour. Monsieur le secrétaire. Rapporteur, Monsieur le maire, approbation du procès-verbal de la séance publique du 29 janvier 2024. Appelle-t-il de votre part des commentaires? Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 2, décision municipale, information du Conseil. Appelle-t-elle des commentaires? Monsieur Bardin. Oui, sur la 43, où il est annoncé des modifications du permis Green Park, c'est pour savoir de quel ordre, ou est-ce que ces modifications sont liées à la végétalisation ou à l'aménagement des voies par mobilité, enfin, savoir quelle est la nature des modifications envisagées sur Green Park. François, peut-être? Sur le PC. J'ai pas le détail en tête, mais on pourra échanger là-dessus. Je vais revérifier. Après, je pense qu'on c'est là parce que nous étions co-dépositaire du permis de construire, puisque c'était un terrain que la ville avait vendu à cet opérateur-là. Voilà. Monsieur le maire va vous préciser. J'ai les éléments que j'avais déjà. La ville de Zalans et l'opérateur sont partie prenante de ce projet qui consiste à la réalisation, vous le savez, d'une opération de construction d'un immeuble de bureaux avec la création d'aménagements de voirie. Le dépôt d'un PC modificatif conjoint est nécessaire dans le cadre de la création d'un cheminement doux sur une propriété communale et des modifications mineures qui doivent être apportées au permis de construire initial portant sur l'aspect extérieur et les aménagements extérieurs. Voilà, j'avais ces éléments-là dans ma note, pardon. Merci pour cette question. D'autres demandes de questions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Information numéro 3, état annuel des indemnités des membres du conseil municipal. Délibération classique, légale. Est-ce qu'elle appelle des commentaires, des questions de votre part? Je n'en vois pas. Est-elle adoptée à l'unanimité? Non, il y a NPPV pour nous, pardon. Alors, NPPV pour Talents en transition. l'intégralité? Oui. D'accord. D'autres personnes souhaitent-elles participer au vote? Pas de problématique particulière. Vous l'adoptez? Tu l'adoptes? Oh, pardon. Je vais comprendre que oui. Madame Kelly, pourrait-on avoir le fruit de votre vote? De vos réflexions, plus exactement, pas de vote? Je m'abstiens. Vous abstenez, très bien. Et les autres personnes l'approuvent, je vous en remercie. Délibération numéro 4, intention de renouvellement, convention territoriale globale. Oui, alors vous savez que cette délibération, d'abord, vous rappelez qu'elle est demandée par notre partenaire de la CAF parce qu'elle va permettre de débloquer les financements pour 2024. Vous indiquez qu'une délibération de fonds avec la nouvelle CTG, évidemment, interviendra normalement au dernier trimestre de l'année 2024. Vous rappelez 4 enjeux forts, en particulier cette nouvelle CTG. Les jeunesses, avec la création d'un observatoire des jeunesses. La parentalité, on pourrait même dire les parentalités, l'accès aux droits et l'inclusion numérique. Je vous rappelle aussi l'obtention par notre ville, et on est la seule sur l'agglomération de l'expérimentation sur 3 ans du territoire zéro non-recours, qui va permettre à toutes les personnes qui auraient le droit à des prestations sociales de pouvoir être accompagnées, et l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Vous dire que le soutien sur les postes va nous permettre notamment de contribuer, enfin, à ce que la CAF contribue pour partie au salaire des 2 animateurs jeunesse que nous avions recrutés il y a maintenant 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, les chargés de coopération, mais également le cofinancement du diagnostic de l'Observatoire des jeunesses à hauteur de 50% dans un plafond de 50%. Donc voilà, donc l'idée est de pouvoir donc continuer à travailler sur l'année 2024 avant la signature de cette CTG jusqu'au terme 2028. Voilà on va dire, c'est comme une forme d'avenant, mais qui quand même comporte des nouvelles et des modalités. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Les votes, s'il vous plaît. C'est pour. C'est pour l'ensemble des personnes. Je vous remercie. Délibération numéro 5, bourse Marc Labourdette, édition 2024, lauréat. Oui, vous savez que nous avions créé une bourse en hommage à notre collègue décédé et qui, qui avait été... on avait renouvelé le concours annuel pour l'attribution d'une bourse de valeur de 5 000 €. 3 candidatures ont été reçues et le jury qui s'est réuni le 31 janvier a souhaité répartir la somme de 5 000 € en fonction des 3 candidats sur des critères couplant la récompense de la pertinence, l'innovation et la qualité de présentation du projet, ainsi qu'évidemment le besoin financier nécessaire au bon développement. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous présenter donc le projet ICE Family, qui, comme tout nouveau projet, comporte un anglicisme. Donc c'est un projet qu'on a souhaité, que le jury a souhaité soutenir, mais qui, compte tenu de son avancée, vous avez peut-être vu des choses, notamment sur Talence, donc n'avait un peu besoin d'un peu moins d'argent pour se développer. Donc c'est la raison pour laquelle il vous est proposé de leur attribuer 500 €. Vélotino pour Monsieur Antoine Gastineau, c'est un projet atypique et novateur porté par un Talencé qui a bien modélisé son projet. Il a besoin de notre soutien pour concilier ses fonds propres. C'est pourquoi il vous est proposé de lui accorder la somme de 1 500 €. Et enfin, Périclès, c'est un projet innovant, là aussi de très haut niveau, porté par un Talencé, autodidacte, brillant, qui a su faire en fait pivoter quelque part son projet ambitieux en gardant son approche au profit d'une cible plus restreinte et plus facilement atteignable. Son outil numérique est à repenser afin de lui faire gagner du temps d'analyse, mais ce qui va lui demander près de 20 000 €, et c'est la raison pour laquelle les 3 000 € ne seront pas de trop pour soutenir cette entreprise qui est spécialisée dans la recherche de financement bancaire, qui allie 30 ans d'analyse académique et de l'intelligence artificielle. Voilà. Monsieur Gastineau, Vélotino, comme son nom l'indique, c'est ce qui permet en fait de louer le vélo à la demande avec un vélo qui sera livré sur place à vélo. Voilà, l'occasion m'est donnée d'abord de remercier toutes les personnes dans ce conseil, mais toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce jury. Et donc, y a-t-il des questions dans l'opposition avant que j'ai fini? Non, je n'en vois pas. Je vais donc terminer. Et donc, je vous propose de verser donc à ces 3 entreprises les 5 000 € ainsi répartis. Madame de Marco. Ah non, mais on va voter pour, puisque, comme vous l'avez dit, on n'a pas très bien compris le contenu de vos présentations, mais on sait que c'est innovant, ambitieux, performant. Donc, on ne peut que voter pour, et d'un haut niveau. Donc, on va voter pour, évidemment, sans savoir vraiment le contenu. Mais comme c'est, comme vous dites, innovant, ambitieux et performant, nous sommes favorables. Si mes souvenirs sont bons, il y a une personne de l'opposition à qui je transmettrai vos remerciements. Je pense que c'est Madame Dumont que vous allez peut-être pouvoir directement constater et qui, s'il avait participé, mais peut-être que Madame Dumont a participé à ce jury, hélas non. Sinon, elle vous aurait permis effectivement de corroborer une fois plus mes propos, Madame la sénatrice, là-dessus. Madame Bonneron, je vous en prie. D'accord. Donc, je vous entends, Madame de Marco. Voilà, ça s'appelle un boomerang en langage australien. Madame, je vous en prie. Madame Kelly. Plaisanterie mise à part, est-ce qu'il ne serait pas possible, même pour la bourse suivante, d'avoir quand même un accès au dossier de ces lauréats et peut-être au moins d'avoir une synthèse dans le dossier à l'avenir?
Alors, vous avez la possibilité, quand vous voyez cette délibération, de nous demander, avant le Conseil, qu'on puisse vous transmettre les éléments. Encore une fois, les éléments qu'on vous présente là, c'est la décision souveraine d'un jury, je crois prise à l'unanimité, si je ne dis pas je regarde les personnes, donc il n'y a pas de problème pour vous les centrer. Donc, Ice Family, c'est des glaçons, c'est un distributeur de glaçons, voilà. C'est un distributeur de glaçons, Madame de Marco. Et Gastino, c'est la location de vélo où on vous amène votre vélo à vélo. Et Périclès, c'est la recherche de financement bancaire. Donc il y avait 3 dossiers présentés. On va dire cette année, c'est plus une question de répartition, de choix de répartition, plutôt que de... Voilà. Donc, mais si vous le demandez pour l'année prochaine, il n'y a pas de problème, on vous transmettra les éléments. Alors, pas forcément le verbatim du jury, mais ce qui a permis. Mais comme l'opposition est représentée, vous pourrez aussi poser la question aux membres du jury. Ah mais très bien. Et donc Madame Baudron ne participe pas au vote. Très bien. Merci beaucoup. Délibération numéro 6, rapporteur Madame Salé, adjointe déléguée à l'éducation, au périscolaire, au centre de loisirs, à l'entretien des bâtiments communaux et à l'accueil de l'enfant. Modification de la carte scolaire pour les secteurs Michelet, Ravel et Lapi. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc cette délibération procède à un ajustement de la carte scolaire pour la rentrée 2024-2025. On effectue un déplacement des enfants vers le sud car les effectifs sur ce secteur sont en baisse constante et contrairement à ceux du centre qui, eux, ont tendance à augmenter. Donc nous avons tenu compte des nouvelles résidences là qui risquent de nous apporter quelques enfants, nouveaux enfants. Donc voilà, il convient d'accepter que Monsieur le maire vote cette modification de la carte scolaire, s'il vous plaît. Vous précisez également que la classe Ulysse, qui était présente au sein de l'établissement Maurice Ravel, va être déménagée sur décision de l'Éducation nationale au sein du groupe scolaire Lapi, ce qui va nous permettre aussi d'équilibrer les effectifs de Paul Lapi. Et d'avoir une création de classe à Paul Lapi. À Paul Lapi, voilà. Donc, comme le dit Madame Salé, on observe depuis maintenant plusieurs années une baisse au global du nombre d'enfants scolarisés sur notre ville. Ce n'est pas une situation très singulière. Il y a quelques villes qui augmentent, mais on voit un vieillissement de la population et donc des problématiques de plus en plus fortes de répartition de ces populations. Mais on peut quand même s'en féliciter, une baisse moyenne du nombre d'enfants par classe, tant que ces classes ne sont pas fermées. Donc pour l'instant, c'est chaque année comme cela. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame de Marco? Non, mais je remarque juste, j'espère que ça a été négocié, parce que c'est dommage que des enfants d'une même résidence ou d'une rue qui habitent du côté père ou impair, si je comprends bien, ne vont pas de la même école. Oui, mais les résidences, là, se trouvent du côté père. D'accord, c'est toute la résidence. Voilà. En l'occurrence, Chromatique, Madame la sénatrice, c'est une résidence qui va être, qui est livrée d'ailleurs. Donc en fait, il n'y aura pas de modification. Il n'y avait pas d'enfants auparavant puisqu'elle n'existait pas. Ok, parfait. Y a-t-il des demandes d'autres prises de parole? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur Monsieur Gestin, adjoint délégué aux finances, aux propriétés communales et à la voirie. Délibération numéro 7, sollicitation du plan de marche métropolitain, fonds de désencombrement des trottoirs, programmation 2023 pour la première tranche de travaux de la rue Frédéric Cévennes. Il s'agit donc, comme Vincent nous l'a dit, de solliciter le plan de marche métropolitain autour des travaux d'éclairage public de la rue Frédéric Cévennes, des travaux qui sont d'un montant important pour 389 854 et il ne s'agit que d'une partie des travaux de ce renouvellement complet, comme le fonds de concours le prévoit. Nous allons solliciter la somme de 50%, à savoir 194 927 €. Et il s'agit là de la programmation 2023. Comme Isabelle Bramy m'avait interpellé lors du dernier conseil, nous avons eu l'occasion entre-temps d'échanger, puisque je crois qu'il y avait un peu d'incompréhension dans votre sollicitation. Vous avez pu voir, ma chère collègue, que je pense qu'on vous a transmis le courrier que j'ai adressé. Nous avons fourni 13 projets supplémentaires. Donc vous voyez que je tenais absolument à vous rassurer aujourd'hui sur le fait que la ville était très demandeur de ce type de crédit pour les années à venir. Et je me tiens à votre disposition, mais je ne doute pas que vous saurez défendre les intérêts talancés. Je voudrais rappeler le caractère essentiel de la réalisation de ces travaux pour les mobilités douces.
nous allons créer avec évidemment nos confrères de la métropole l'unique liaison est-ouest, puisqu'il n'y a qu'une seule rue qui permet de relier l'est et l'ouest de Talence en passant par Frédéric-Cévennes avant de rejoindre l'avenue Roule, et que nous continuions aussi nos travaux avec l'Université de Bordeaux pour que puisse se faire l'accroche pour rejoindre le domaine universitaire. Et donc cette rue Frédéric-Cévennes, qui est déjà en travaux depuis quelques semaines d'un an, puisqu'il faut laisser la régie de l'eau de Bordeaux Métropole changer une canalisation qui, je crois, avait près d'un siècle, eh bien, va connaître 2 ans, grosso modo, de travaux, mais permettra d'offrir un nouveau visage avec en plus le traitement de certains carrefours. Je pense notamment au virage qui est du côté de l'hôtel qui sera transformé en giratoire fleuri et planté. Donc on va gagner également qualitativement sur cet axe et on va y réduire la place de la voiture et donc la vitesse afférente. Donc c'est un beau projet avec pas mal de désagréments, mais on ne livre pas encore la voirie par les airs. Donc il faut un tout petit peu de temps, un peu de patience. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Je vous en prie, Madame Ramy. Oui, donc effectivement, alors moi la question, je pense que je vais me déporter sur cette délibération où je ne prends pas part au vote, par doute, je vais faire ça. Puisque ça fait partie de ma délégation à la métropole, je pense qu'il vaut mieux ne pas prendre part au vote. Alors, j'ai envie de vous dire, comme nous n'avons plus de délégation faute de présidence, c'est peut-être la seule fois où vous pourrez voter pour. Donc, profitez de la vacance de la présidence de Bordeaux Métropole, puisque vous n'avez plus de délégation, ni moi non plus, pendant cette semaine. Oui, c'est vrai que nous sommes un petit peu en l'air jusqu'à vendredi, mais... le suspense est insoutenable, mais d'ici là, vous pouvez évidemment... il y a du suspense quand même. Il y a des... bon. Non, juste quand même pour dire que le fonds de désencombrement de trottoirs a quand même eu un très fort succès, puisqu'en 2023, on a eu 46 projets, avec une mobilisation de plus de 5 millions. Et là, on fait un fonds de désencombrement de trottoirs 2024-2025, donc on double le nombre de projets. On double aussi le nombre de budgets. Dire que le fonds de désencombrement de trottoirs, ce n'est pas que de l'enfouissement de réseaux, c'est aussi le désencombrement au niveau des potelets, par exemple. C'est le traitement des priorités relatives à la mise en accessibilité. C'est l'amélioration des cheminements piétons. Et c'est des aménagements piétons améliorés pour les accès de transport en commun. Donc c'est un package qui fait partie, qui est une des parties du fonds trottoir. Donc effectivement, un petit retard pour Talence en 2023 puisqu'on signe la convention maintenant, parce que vous signez la convention maintenant. Et le courrier, je l'avais effectivement, François, c'est le courrier initial que vous avez envoyé. Donc après, on rediscutera avec les services et on rediscutera. Alors là aussi, on attend aussi le nouveau délégué voirie, vice-président voirie. Pour faire le choix, faites l'innocent, pour faire le choix des prochains critères, puisqu'il va falloir repasser par le VP voirie et moi-même. Voilà, donc moi je ne vais pas prendre part au vote et le reste du groupe va voter pour. Très bien. Souhaitons bonne chance à la vice-présidente en charge de la voirie, qui pour l'instant est une femme. Avec ma permission, monsieur le maire. Oui, bien sûr. J'ai refait un nouveau courrier pour être sûr que ça ne se perde pas. Donc il y a bien un nouveau courrier. Et je vous redis ce que j'ai eu l'occasion de vous dire lorsque nous nous sommes vus, que les pôles sont confrontés à des problèmes de moyens pour sortir de nouveaux projets. C'est-à-dire que dès que les moyens seront là, n'hésitez pas à nous solliciter. On a plein d'idées sur des questions de désencombrement de trottoirs, si on vient sur l'esprit initial de ce dossier-là. On saura solliciter les choses pour essayer de faire avancer cette cause-là. Donc, à l'exception du déport de Madame Ramy, Madame Kellier, votez-vous pour? Monsieur Joliot? Et d'autres prises de parole. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération numéro 8, sollicitation de règlement d'intervention nature métropolitain pour des actions de végétalisation 2024. Alors, une délibération habituelle et annuelle que nous passons dans un autre domaine que le précédent, mais avec le même esprit. Il s'agit de solliciter ce plan nature métropolitain au travers de tout un tas d'actions que vous avez dans la délibération et qui concernent de la végétalisation, de la désartificialisation de voies et de sites, j'ai répété,
de requalification et de végétalisation des places, vous connaissez bien ce projet-là, ou d'actions divers comme du plan vert chez nous, avec un certain nombre de parcelles qui sont vers chez vous, pardon, avec un certain nombre de parcelles qui sont indiquées dans la délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Madame Rami. Oui, c'était une proposition à faire là-dessus, puisque là, pour une fois, on se rend compte des participations de la métropole sur un certain nombre de projets, notamment des projets participatifs. Donc, on vous propose, quand vous affichez un projet participatif, d'indiquer aussi la participation de la métropole au projet. Oui, ça c'est la moindre des choses. Madame de Marco, on vous entend. Oui, j'ai pas de. Nous avons toujours, si je prends l'exemple de grande participation de la métropole, je veux citer la piscine, par exemple, on a toujours, ou sur le stade, on a toujours mis le logo de Bordeaux Métropole. Évidemment que chacun des partenaires financiers. Alors, certains parfois voudraient mettre la taille du logo en fonction de la participation financière, ce qui ne serait pas forcément à la contribution de certains partenaires que je ne citerai pas ici, mais évidemment aucun problème pour mettre une participation de Bordeaux. Sur les projets participatifs aussi, je trouve que c'est oui, intéressant. bien sûr, pas de problème. Une très bonne suggestion. Vous avez même sur certains panneaux, si je prends la gare de la Médocrine, ma chère collègue, la répartition du financement de l'opération qui a été affichée sur site. La ville de Talence étant à l'intérieur de Bordeaux Métropole. Voilà. Merci beaucoup pour cette suggestion. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole pour à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 9, rapporteur moi-même, adjoint délégué à la culture. Donc c'est une délibération qui est très classique en cette période. Il s'agit de signer un avenant à la convention avec l'IDAC. Donc j'en profite pour attirer votre attention sur ici. Alors vous avez en fait deux événements. Donc ici vous avez un premier, il s'agit de Birdie, et ensuite vous avez La vie avant nous. Et vous en profiterez pour voir que vous avez des représentations scolaires. Donc il s'agit de continuer évidemment dans le travail que nous avons mené jusqu'à présent sur le 100% éducation artistique et culturelle. Vous voyez qu'on continue de travailler avec nos scolaires et que l'IDAC prend en charge 1/3 de la participation financière et la ville 2/3. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Pour à l'unanimité, je vous remercie. Délibération donc de 10 à 20. Rapporteur Madame Thomas Pitot, adjointe déléguée aux ressources humaines et à la qualité de vie au travail. Mes chers collègues, première délibération, on est sur une création de poste d'un agent polyvalent d'accueil et d'entretien au stade nautique Henri Deschamps. Il s'agit de mettre à jour, on va dire, les effectifs suite à la réouverture du stade. Et je vous propose donc de recruter un agent polyvalent, soit sur un poste de fonctionnaire ou de contractuel en catégorie C. Même démarche avec ce nouveau besoin. Dans ce cadre-là, je vous propose la création d'un poste d'agent polyvalent technique et d'entretien également au stade. Le poste sera ouvert bien évidemment à un fonctionnaire ou à un contractuel de catégorie C. Je tiens à vous faire remarquer que pour ces deux postes, la démarche qui a été recherchée par la directrice du stade est de créer de la polyvalence, tant sur l'accueil et l'entretien que sur la partie technique. Délibération suivante, on passe au service de surveillance des voies publiques. Il s'agit ici d'un remplacement et donc je vous propose de recruter un agent sur le poste de surveillant de la voie publique polyvalent. Ce poste est ouvert aux fonctionnaires et contractuels de catégorie C. Concernant la délibération suivante, nous sommes sur une création de poste d'un animateur nature au sein du service Agir, initié et responsabilisé. Il s'agit ici d'un nouveau besoin, mais également d'une
réorganisation, on va dire, de ce service. Je vous propose donc d'ouvrir ce poste soit en catégorie C, soit sur un poste de fonctionnaire ou de contractuel en fonction des profils que nous recevrons. Délibération suivante, on fait ici, on souhaite recruter un directeur enfance vie éducative au sein du pôle ressources et vie éducative. Il s'agit ici de pallier à un départ, donc il s'agit d'un remplacement. La collectivité doit recruter un fonctionnaire ou un contractuel de catégorie A pour pallier à cette absence. Délibération suivante, nous sommes sur la création d'un poste de technicien bâtiment au sein de la direction bâtiments communaux et transition énergétique. Il s'agit d'un nouveau besoin. Il s'agit ici d'assurer l'entretien, la maintenance, la sécurité des bâtiments de notre commune et des travaux. La collectivité vous propose donc de recruter un agent, soit fonctionnaire, soit contractuel de catégorie B. Délibération suivante, nous sommes sur la transformation, on va dire, du contrat de projet de l'agent qui était sur ce poste-là. Effectivement, nous avions recruté de juin 2021 à décembre 2022, puis renouvelé à compter du 1er juillet 2023, un poste de responsable cuisine. Il s'agit ici de le transformer en poste permanent. Délibération suivante, c'est la transformation d'un poste d'adjoint patrimoine avec un passage de 70 à 100% de la durée du travail et donc permettre à cet agent de passer à temps complet. Cette modification de quotité sera passée au prochain CST qui aura lieu le 9 avril prochain. Délibération suivante, il s'agit du renouvellement de l'emploi fonctionnel du DGA de la ville dynamique et attractive qui est sur un poste de contractuel. Par délibération en date du 3 mai 2021, nous avions autorisé le recrutement sur ce poste composé des services et des directions suivantes, ville économique et durable, culture, sport, jeunesse et vie étudiante. Je vous propose de prolonger cet emploi fonctionnel de direction par cet agent contractuel. Délibération suivante, on est sur la transformation d'un poste non permanent d'ingénieur en poste permanent là aussi, comme pour la cuisine. Lors du conseil du 27 mars 2023, vous aviez autorisé effectivement la création d'un poste d'ingénieur face à l'augmentation des projets du service. Un agent contractuel déjà présent dans le service en raison d'un remplacement de congé maternité avait donc été prolongé sur ce poste-là. Je vous propose de pérenniser ce poste et de passer une délibération générique afin de créer un poste permanent. Dernière délibération, ce qui concerne les créations de postes, modifications et rémunérations. Il s'agit ici d'une modification de la rémunération d'un poste d'assistant de direction au sein du service des sports. Lors du conseil municipal du 18 décembre 2023, vous aviez autorisé la reconduction de ce poste sur une durée de 3 ans. Au vu de la qualité du travail, de l'absence de réévaluation de la rémunération à ce moment-là, je vous propose aujourd'hui d'attribuer le RIPSEP à l'agent occupant le poste, qu'il ne l'avait pas jusqu'à présent. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ces 10 délibérations? Je n'en vois pas. Madame Rami. Non, c'est bon. Explication de vote, je suppose. De quoi? Non, explication de vote? Non, je pensais que vous vouliez expliquer un vote différentiel, parfois ça vous arrive. Non, non, je vous trouve très à cheval sur le vote différentiel. Non, non, je vous le dis au départ. Hein. Je vous entends pas du tout, le micro est caverneux. Je n'ai pas de remarques.
Et je trouve que vous êtes, je répète, je vous trouve très offensif sur les votes différenciés. Vous inquiétez pas, s'il y a un vote différencié, je vous le dirai dès le départ du vote. À l'intérieur des délibérations, ma chère collègue, pas dans votre groupe. Voilà. Comme il y avait des délibérations de directeurs généraux adjoints, parfois vous vous abstenez, c'est pour ça. C'est pas dans votre groupe, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe pas de votre groupe. Alors, donc vous apportez votre soutien à l'ensemble de ces délibérations? Merci beaucoup, à l'unanimité. Délibération numéro 21, rapport social unique 2022. Oui, il s'agit ici effectivement de vous faire une présentation du RSU qui a été présenté lors du comité social territorial du 20 décembre 2023. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder la synthèse de ce rapport qui reprend les indicateurs principaux du rapport social unique au 31 décembre 2022. Il a été réalisé via l'application des centres de gestion avec les extractions des données 2022 transmises en 2023 par la collectivité au centre de gestion de la Gironde. Effectivement, nous sommes en 2024, donc ça peut vous paraître un petit peu loin, mais c'est les obligations auxquelles nous devons nous soumettre. Cette synthèse résume assez bien l'état actuel en termes de ressources au sein de notre collectivité. Il est difficile de faire un comparatif, on va dire, avec l'année 2021. Ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'on est sur quelque chose dans la continuité de l'année 2021, sur les mouvements et l'absence avec 2021, qui est une année quand même Covid. Il est difficile de faire un comparatif. Si je devais soulever 2-3 points avec vous sur cette synthèse, premier point sur l'effectif et la caractéristique des agents, ça serait peut-être de soulever la pyramide des âges. Je pense que aujourd'hui, concernant nos fonctionnaires, on a beaucoup de fonctionnaires qui sont à plus de 50 ans et plus, donc il y aura un vrai travail à mener de gestion de carrière, je pense, au cours des prochaines années par notre service des ressources humaines. Je fais le parallèle avec la formation. Aujourd'hui, nous ageons plus de 60% en 2022 ont été formés, donc ça montre un certain accompagnement sur l'évolution de carrière déjà existant. Je pense qu'il faudra le continuer et persévérer là-dessus. Ce que je peux vous dire sur les mouvements, c'est que nous avons eu en 2022 115 arrivées d'agents permanents et 96 départs, ce qui montre l'augmentation du travail à réaliser par notre service des ressources humaines. Et ça représente quand même 19 créations nettes de postes. Donc c'est pas, ça a un vrai impact, je pense, sur notre masse salariale aujourd'hui. Le constat, mais comme l'année dernière, c'est que il y a de plus en plus de recrutement de contractuels. On est sur une logique qui n'est pas propre à notre collectivité, qui s'inscrit sur le plan national. Comme vous le savez, et j'ai pu le dire déjà à de nombreuses reprises, nous valorisons une compétence et une qualification, et aussi, quand on le peut, ce statut de fonctionnaire. Mais le constat, c'est que nous avons de plus en plus de candidats contractuels. Voilà ce que je voulais vous indiquer, qui pour moi sont les éléments les plus marquants. Je vous laisse prendre la parole si vous avez des commentaires sur cette synthèse. Merci. Merci, ma chère collègue. Je voudrais juste revenir sur un point. On parle souvent des masses que représentent les fonctionnaires ou les charges de personnel dans le budget. On a là une analyse très qualitative, à tout le moins une vraie photographie sur celles et ceux qui composent notre
l'administration de la ville, étant entendu évidemment que le CCS bénéficie d'une présentation comparable pour les effectifs qui sont les siens. Laetitia, tu viens de le dire, je voudrais quand même qu'on insiste sur cette augmentation très sensible du nombre d'effectifs, en tout cas de la variation en emploi occupé. On est quand même sur une année, indépendamment des variables de salaire, qui ont fait l'objet déjà de débats entre nous et qui feront l'objet également de débats tout au long de l'année, que l'on a augmenté les effectifs de la ville de près de 3,5% sur l'année 2022. Je vais regretter avec vous évidemment la longueur qui peut séparer de 31 décembre 2022 du 15 mars 2024, mais malheureusement c'est le temps nécessaire à la production notamment du rapport et de sa validation au dernier CST. Tu l'as dit, je pense que le point particulier, c'est au fur et à mesure du temps, on a souvent l'occasion d'en discuter avec toi, notamment David, c'est finalement la modification, j'ai envie de dire maintenant structurelle, des emplois et la répartition entre fonctionnaires et contractuels, auparavant réservé à quelques filières, à quelques grades, et pour lequel aujourd'hui on est quasiment sur une quasi-exclusivité de recrutement de contractuels, hein. Près des 3 agents sur 4 le sont. Il ne s'agit évidemment ni d'une singularité, puisque la quasi-totalité des villes qui nous entourent sont dans les mêmes proportions, ni une volonté, mais ça va nous obliger effectivement à nous réfléchir, et dans les missions notamment de la direction des ressources humaines, à réfléchir justement au suivi et à l'évolution pour éviter de créer des carrières et des évolutions de carrière qui seront trop défavorables, notamment pour les fonctionnaires et les titulaires. Aujourd'hui, l'exception ne devient pas la règle, loin de là, mais va nous obliger évidemment à avoir une réflexion profonde et peut-être s'interroger sur les causes qui font les motifs de cela. Mais en tout cas, je voulais partager avec vous, je pense qu'on peut en être satisfait du fait qu'après de très nombreuses années de réduction, ce n'est pas le cas depuis le début de ce mandat, eh bien, nous pouvons un peu plus pourvoir à la charge de travail et surtout à l'incontestable complexification du travail des agents de la ville et du CCS qui, indépendamment d'avoir les mêmes tâches, ont beaucoup à accomplir. Et puis l'occasion m'en est donnée, mais comme on le fera à chaque fois, c'est de les remercier en votre nom à toutes et tous de l'exceptionnelle fierté qu'ils nous font de servir avec autant de talent et d'abnégation la ville et ses concitoyennes et ses concitoyens. Monsieur le sénateur. Oui, vous savez que je me plains souvent sur la complexité administrative et les documents nécessaires. Alors, ce n'est pas vous que je mets en cause, au contraire, j'adresse mes félicitations. Mais j'ai pris qu'un exemple, c'est nombre de tentatives de suicide déclarées imputables l'année 2022, 0. Nombre de tentatives de suicide, 0. Nombre de suicides déclarés, 0. Une ligne aurait suffi. Après, contractuel, nombre de tentatives de suicide déclarées, 0. Nombre de suicides déclarés, 0. Nombre de suicides sur le lieu de travail, 0. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait une ligne, tentative de suicide ou non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ça la règle de l'administration centrale. Quand je vois tout ça, le travail que vous avez derrière, bonne chance. Alors, si je peux me permettre, monsieur le sénateur. Bien sûr, vous pouvez vous permettre. C'est la lutte syndicale qui a fait que tout apparaît. Mais ça, au Sénat, vous ne l'avez pas. Première remarque. Deuxième remarque, s'il y a plus de contractuels que de fonctionnaires, c'est qu'effectivement, sénateurs et députés feraient bien effectivement de revaloriser le salaire des fonctionnaires. C'est ça le problème de fond. Conditions de travail, salaire. Que l'on soit fonctionnaire ou de la fonction territoriale, c'est le problème. Et on a des contractuels parce qu'il y a du chômage, donc ils cherchent un emploi. Moi, je me félicite que la ville embauche, c'est vrai. Et tout à faudra faire une GPA, il faudra avoir une gestion sérieuse justement des emplois et de l'âge. Parce qu'on va se retrouver tout ou tard avec effectivement, au niveau et des emplois et de l'âge, avec une problématique. Il va falloir anticiper. Donc je suppose qu'au sein de la gestion des ressources humaines, il y a des études qui se font sur effectivement la population de nos salariés, de nos fonctionnaires ou de nos contractuels. Ceci étant, si on veut améliorer, mais on sait pertinemment que les communes sont contraintes à respecter la loi. Oui. Voilà. Et la seule possibilité que nous avons peut-être, c'est un changement de catégorie. De C, vous pouvez les faire passer à B. Ceci étant, moi je serais pour, faut-il encore qu'on puisse le faire. Ceci étant, c'est effectivement un problème de fond, c'est le salaire, c'est la rémunération. Alors, mon cher collègue, j'aime beaucoup vos combats syndicaux. D'abord, dans le cadre du travail qui est fait par Laetitia, et je voudrais aussi
saluer celui qui est fait par Brigitte Serrano-Usac, qu'on ne voit pas forcément toujours, hein, parce que quand on parle des recrutements, il y a aussi énormément de postes qui ne font pas l'objet d'un différentiel de nombre d'années, mais qui font l'objet d'un grand turnover, pardon pour l'anglicisme. Mais la rotation des personnes n'a jamais été aussi forte aussi. On voit bien qu'il y a un changement de rapport au travail. Vous dire quand même, et j'ai eu l'occasion souvent de m'en plaindre puisque ça n'a pas été compensé, que le gouvernement, sénateurs et parlementaires, on va mettre tout ça sous un même vocable, en tout cas les pouvoirs exécutifs, ont procédé à des revalorisations, notamment des points d'indice. La problématique fait que, alors vous pourrez trouver que c'est toujours peu, et moi aussi d'ailleurs, mais la problématique fait que, à un moment ou à un autre, la vraie problématique qu'il faudra se poser, c'est avec quelles ressources communales les villes peuvent-elles numériquement et individuellement accompagner ce mouvement, notamment dans des métropoles comme la nôtre, sur lequel l'impact de la concurrence entre les différents employeurs, entre villes, mais je veux aussi citer les concurrences avec la métropole, avec le département, avec la région, notamment sur des métiers en tension, qui font qu'il y a, et tant mieux, une concurrence au sens indemnitaire du terme, qui fait qu'en fait, il y a une augmentation très forte. On a essayé, et vous l'avez voté avec nous, d'avoir des actes forts, notamment en matière de RIFSEP. Hein. On a consacré près d'1 million d'euros supplémentaires à la masse salariale, incontestablement avec une inflation à 8%. Tout ça a été avalé malheureusement par l'inflation et par d'autres choses, mais on va continuer à travailler ensemble. Quant au changement catégoriel, je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention le nombre d'agents ayant passé de C à B et de B à A, et je vous invite à me faire le comparatif sur les 20 dernières années et vous rendre compte que jamais, au cours de l'année 2022 et 2023, la ville n'a procédé à autant de promotions internes. Et de vous rappeler que le statut, puisque c'est la loi, fait d'abord passer le concours comme un élément préférentiel dans l'évolution de celles et ceux qui composent l'administration. C'est la loi et il nous faut l'appliquer, et moi je ne suis pas tout à fait en désaccord avec ça. Voilà, mais en tout cas on va faire un bon travail parce que tu y participes, on a l'occasion souvent d'en parler, et notamment sur les conditions de travail et l'égalité femmes-hommes dont on a déjà parlé, notamment avec Fabienne il y a quelques semaines de cela. Merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Approuvez-vous ce rapport? Je ne vais rien dire. Je vous remercie. Je vous en prie. Donc il y a abstention de notre côté. Je regarde les techniciens, je trouve que le micro de Madame Rami n'est pas à la hauteur de... Non, ne l'agitez pas. C'est juste que je trouve beaucoup moins abstention pour l'ensemble du groupe de Talents sans transition. Abstention, oui. D'accord. Madame Kellier? Abstention également. Très bien. Monsieur Joliot? D'accord. Y a-t-il d'autres abstentions? Je n'en vois pas. Le rapport est adopté. Je vous remercie. Rapporteur, Monsieur le maire, en l'absence de Madame Madrid, adjointe déléguée aux actions innovantes de la ville, à l'attractivité du territoire, au suivi du projet Crespi Demain, à la santé et aide à la parentalité. Délibération numéro 22, bourse Innovation Talents Université, édition 2024, lauréat. Alors, je vais d'abord vous prier d'excuser une petite erreur matérielle. Ce sont, Madame de Marco, je vais expliciter après les lauréats. 12 candidatures qui ont été reçues, non pas 10 comme indiqué dans la délibération. Vous dire que le jury qui procède à l'octroi de ces bourses s'est réuni le 1er février 2024 et a retenu comme lauréat M. Benjamin Bienert, donc pour Bibo, qui est une marque engagée de boissons alternatives. L'activité consiste en la torréfaction de céréales biosourcées en France et la vente alternative au café. Le produit original est un mélange en grains de chicorée, d'orge, d'épeautre et de sarrasin, torréfié à Libourne, à infuser pour obtenir une boisson délicate aux notes de pain toasté et noisettes grillées. Si jamais il me fait reprocher de ne pas être suffisamment explicitant, là-dessus, je ne saurais pas dire. Voilà, l'idée, pour être très sérieux, parce qu'il y a des entrepreneurs, et c'est vraiment une belle initiative, c'est de proposer aux consommateurs de nouvelles boissons, et puis aussi une boisson que le consommateur peut s'approprier selon
l'égout et vous dire que le sachet vous sera proposé au prix de 3,80 €, que vous pourrez arrondir pour les bonnes œuvres de la ville si le cœur vous en dit. Pour monsieur Hugo Valran, qui est de la société Instant Forest, l'idée est de réaliser une reforestation grâce à une flotte de drones qui analysent le terrain et larguent des graines fertiles aux endroits stratégiques, avec l'utilisation d'une technologie, d'un process développé dans les domaines de la défense pour Est-ce que je pourrais avoir votre attention? Merci. Pour reforester avec des rendements disruptifs 80% moins chers et 5 fois plus rapides que la méthode de transplantation traditionnelle. C'est pour ça que c'est innovant. Et la conception d'un essaim de drone automatique ravitaillé en graines, réinventant la reforestation. Ils sont alimentés par des câbles de 100 mètres, ce qui n'est pas rien, avec une autonomie illimitée, une meilleure communication avec le sol. Ce ne sont pas considérés comme des drones, donc on peut voler partout sans limite de Mars. Vous dire que d'autres projets qui ne sont pas cités, mais je voulais vous en faire part ce soir, seront accompagnés. L'idée, c'était pas simplement de récompenser les deux, mais d'accompagner aussi d'autres projets, notamment une application d'échange de repas pour les salariés des restaurants, un facilitateur de déplacement à base de trottinettes pour fauteuil roulant, un luminaire solaire à déclenchement progressif mobile et adaptable sur tout autre luminaire, avec un test valorisant sur le campus, et une plateforme dédiée à la sous-location pour les étudiants stagiaires ou autres, et notamment avec la mise en relation de la Fondation I Love You et le Crous. Terminé en vous disant que la remise des prix de cette bourse Innovation Talence Université se fera à l'occasion de la 15e convention économique de la ville de Talence qui se déroulera le 26 mars 2024 à l'Agora dans le domaine du Haut-Carré. Je pense vraiment avoir été complet et, monsieur le sénateur, vous avez la parole. Oui, j'espère que le jour de la présentation, on pourra déguster du bibeau. Je suis très intéressé pour goûter ça. Quant à la plantation des arbres, je trouve que ça, c'est une superbe idée. Vous savez ou ne savez pas que dans le monde, il y a 3000 milliards d'arbres. Si on en plantait un tiers de plus, ça diminue de 25%, enfin, ça fait absorber 25% du CO2. Remercier le jury, évidemment, l'université et l'ensemble des grandes écoles qui nous accompagnent dans ces bourses. Madame Rami, vous avez la parole. Oui, je demande un petit élément d'explication parce que pour la société Bibo, vous nous avez parlé de céréales biosourcées. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est. Je connais les matériaux biosourcés, mais alors j'attends un petit peu plus d'explications là-dessus, si vous en avez. Avec moi, non. Mais voulant être sobre dans la longueur de ce conseil municipal, je vous fais la garantie que nous allons vous apporter l'ensemble des éléments de cet entrepreneur innovant. Et je pense qu'on donnera 5 000 € à celui qui résoudra le problématique de la sonorisation de cette salle qui pose problème depuis une 50aine d'années maintenant. Voilà, malgré tous les efforts de nos services techniques, mais vraiment, c'est pas le meilleur micro, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Quels sont les votes, s'il vous plaît? C'est pour nous. Alors, Madame Bonoron ne participe au vote. Pour le Talence en transition, Madame Kelly, pareil. Et Monsieur Joliot, pour aussi. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Délibération numéro 23, convention pluriannuelle relative à l'expérimentation territoire zéro non-recours. Oui, je voudrais d'abord évidemment saluer Madame Madrid qui aurait dû être parmi nous ce soir pour vous la présenter parce qu'elle a porté avec d'autres élus à ses côtés cette expérimentation dont on peut, je pense, vraiment s'accorder à dire que c'est une vraie chance pour les habitants du territoire et peut-être, je l'espère, un vrai modèle pour d'autres qui nous suivront. Vous rappelez que l'État a lancé cette expérimentation sur 39 territoires, sur tous les territoires, mais 39 ont été retenus pour développer. Pour ce qui nous concerne, le projet territoire zéro non-recours donc, va durer 3 ans, à l'heure où je vous parle. C'est mettre la participation des habitants et allocataires au cœur des actions, développer une stratégie de lutte contre le non-recours s'appuyant sur aller vers les personnes concernées et à destination des habitants, notamment construire un plan d'action avec les partenaires et les habitants, optimiser la coordination des acteurs et des opérateurs à l'échelle de la commune et animer sur le territoire les actions.
Il nous faudra évidemment repenser l'accès aux outils numériques et leur accessibilité des démarches numériques et renforcer la présence sur le territoire avec notamment la création d'ambassadeurs des droits, de manière aussi à développer cette parole du aller vers pour que plein de personnes soient formées pour eh bien, aller vers les personnes qui auraient le droit à ces aides sociales et qui n'y ont pas recours. L'État va contribuer financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 275 000 euros sur l'ensemble de la durée de l'expérimentation, et la ville, volontariste, va y ajouter 78 500 euros. Cette gouvernance s'organise autour de 3 comités locaux avec des représentants de l'État, de la CAF, du Conseil départemental de la Gironde, la CARSAT, la CPAM, France Travail, les services de la ville, les centres sociaux, le CCAS évidemment, qui auront pour fonction de lancer des actions et suivre leur avancement et d'en dresser le bilan. À noter que le projet est porté par la ville, c'était une obligation réglementaire, et avec mise en œuvre par le CCAS, donc c'est la raison pour laquelle c'est une délibération, mais on a eu souvent l'occasion, puis on aura l'occasion d'y revenir dans les mois à venir. L'occasion est aussi donnée pour mettre en lumière au sein du conseil municipal les actions du CCAS, et c'est tant mieux. Et donc nous allons pouvoir faire tout ça. Vous avez les éléments d'appréciation de ce besoin, donc l'absence de prestations sociales, et avec évidemment ce que l'on voit avec les ménages qui perçoivent le RSA et l'AAH. Bref, tout indique que cette expérimentation va être très positive. Et évidemment, on vous tiendra régulièrement informé des suites données à cette belle initiative qui donc unique en termes de ville sur la Gironde. Il y a des communautés qui ont été retenues sur la Gironde, et donc ça va être aussi intéressant de donner une vision peut-être plus urbaine aussi de l'état des droits non recours. Donc c'est une vraie satisfaction qui m'est donnée de vous le présenter ce soir, en précisant au service que mon nom est écorché d'un R sur la convention, mais je l'avais relu. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, Monsieur Bamboire, pardon. Alors, Monsieur le Sénateur, dans l'ordre d'apparition de mon écran. Une question, pour être sûr de bien comprendre. Ce sont arrêtées les personnes qui devraient percevoir. Exactement. Et qui ne les demandent pas. Exactement. Parce que je suis effrayé par le nombre. Exactement. 30%, quand on voit le global au national des prestations sociales, c'est-à-dire que le gouvernement va anticiper dans la préparation budgétaire. 30%, c'est énorme. C'est exactement ça. Je voudrais aussi tordre le cou à une idée reçue. Cette prestation n'est pas que le minima social. Il y a aussi des classes moyennes qui auraient besoin, ou qui auraient le droit à un certain nombre, et qui, par méconnaissance, aussi parfois par découragement dans l'enchevêtrement administratif, ne font pas appel. Et c'est la raison pour laquelle cette création d'ambassadeurs, elle est très importante, parce qu'on sait parfois aussi que l'aspect administratif peut parfois rebuter un certain nombre de nos concitoyens. Et donc l'idée, c'est de former des gens qui iront former des amis, des connaissances, et leur dire, voilà, il s'est passé ça. L'occasion m'en est donnée de saluer avec vous l'expérimentation menée depuis quelques années maintenant, avec le succès de la maison France Service implantée au Dôme, qui fait déjà une très grande partie de ce travail, et qui donc va être renforcée par le recrutement de personnel supplémentaire pour aller plus loin dans cette démarche. Monsieur Bamboire, David, tu as la parole. Moi, juste une remarque, c'est effectivement très pertinent de faire ce genre d'expérience, et puis on constate qu'il y a des gens, des milliers de gens qui pourraient demander, qui ne le font pas, et ça pourrait largement les aider. La convention que nous avons est assez détaillée, elle est intéressante, elle est effectivement pluriannuelle. Ce que j'aurais souhaité, puisqu'on voit apparaître pour la commune que nous avons à peu près 2780 ménages qui touchent soit le RSA, soit l'AH, est-ce qu'on pourrait avoir des éléments assez réguliers pour savoir s'il y a une augmentation de gens qui perçoivent ou pas? C'est aussi déterminant pour connaître la population de la ville. Ceci étant, je trouve le principe des ambassadeurs des droits très pertinent, et au contraire, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. On demandera au service de te faire passer les éléments d'évolution des demandeurs sur plusieurs années, de manière à avoir une vision plus complète, en plus en sachant qu'il y a 2-3 années avec le Covid qui sont un peu particulières, mais de regarder un peu sur le temps long cette augmentation que tu demandes, pas de problème. Madame Rami, je vous en prie. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'un comité local, un COPIL, donc vous avez énoncé un certain nombre de personnes, notamment de l'État et de la CAF.
Vous avez dit aussi que ce COPIL ou ce comité local intégrera des élus de la commune et du département. Donc on aimerait bien connaître la composition du COPIL, de ce comité local, si vous l'avez déjà, avec les membres de la commune, les élus de la commune ou du département. Et si vous ne l'avez pas encore monté, on vous demande la possibilité d'y participer. Écoutez, je vais prendre votre question. Je crois qu'on n'a pas, je regarde le directeur du CCS, on n'a pas encore décidé des élus. Ou est-ce que ça s'est fait en CCS? Non. Donc on aura peut-être un débat en CCS, que c'est le CCS qui porte ça, donc avec Denise Grélard, et évidemment on vous associera autant que nécessaire à ce comité de pilotage, qui est, tu l'as remarqué, majoritairement, enfin en tout cas prioritairement aussi composé de personnel, qui n'est pas composé d'élus, puisque on parle de représentants de la ville, porteurs de projets, et puis également le département qui est représenté avec l'État, etc. Donc pas de problème pour donner une suite favorable à ta demande. Pas d'autres prises de parole, Madame Kellier. J'avais la même demande, puisque j'avais lu effectivement que des élus étaient associés au comité local. Eh bien, même demande, même réponse, voyez-vous. Eh bien, y a-t-il des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur, Madame Desguers, conseillère municipale déléguée à la promotion des liens intergénérationnels. Délibération numéro 24. Projet d'IPAPI Nimami, intervention de seniors de l'Union départementale des associations familiales au sein des accueils périscolaires des centres de loisirs. Monsieur le maire, mes chers collègues, afin d'accompagner différents objectifs fixés dans le cadre du projet éducatif de territoire du service enfance, il développe plusieurs partenariats. Depuis 3 ans, un projet intergénérationnel avec l'UDAF, intitulé d'IPAPI Dimami, est décliné sur les accueils périscolaires élémentaires et les centres de loisirs municipaux. Cette animation permet à des seniors de partager avec les enfants leurs histoires d'enfance et des souvenirs qui les ont marqués. Pour l'année 2023, 6 seniors volontaires se sont relayés afin de proposer 12 ateliers au sein des centres de loisirs élémentaires. 140 enfants ont ainsi profité des différents récits. Le bilan est très positif des interventions partagées par l'ensemble des acteurs. Seniors, raconteurs et enfants réunis suscitent un vif intérêt à le faire perdurer cette année encore. Vous trouverez à ce titre, annexée à la présente délibération, la convention qui traduit cette action. Afin de formaliser la reconduite de ce partenariat, je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire à signer différents documents relatifs à ces interventions. Merci beaucoup, ma chère collègue. Y a-t-il des questions? Madame Kellier. Oui, j'aimerais juste savoir si s'il y a un bilan écrit sur... Alors, je peux vous le donner. En 2023, nous avons eu 12 interventions qui se sont déroulées sur les centres de loisirs des Potes de Curie et de la Serre. 6 seniors se sont relayés sur différentes séances qui ont touché 144 enfants. Voilà. Parmi les thématiques qui seront abordées cette année, c'est « Raconte-moi tes vacances à la plage en 1948 ». Quelle était ta vie à Paris dans les années 60? Comment es-tu devenue danseuse? Raconte-nous tes colonies de vacances à Lacanau. Et raconte-nous ton déménagement à la montagne sans électricité en 1950. Voilà, donc le bilan numérique. Voilà, et puis vous pouvez vous rapprocher du service et notamment de la direction éducation si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette action. D'autres questions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Pour l'unanimité, je vous en remercie. Rapporteur, Monsieur Larose, conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la vie étudiante. Délibération numéro 25, convention de partenariat, association de prévention spécialisée, Frédéric Seven. Monsieur le maire, mes chers collègues, le service animation sportive agrandit son périmètre d'intervention en développant un projet social et éducatif s'appuyant sur des actions itinérantes à destination des jeunes, prioritairement sur les quartiers de veille éducative. Depuis le début de leur intervention sur les quartiers de Crespy et de Rabat, les animateurs socio-sportifs et éducatifs coopèrent régulièrement avec les éducateurs de l'association de prévention spécialisée Frédéric Seven.
C'est pourquoi, afin de renforcer cette collaboration et cette transversalité, il vous est proposé d'approuver les termes de la Convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci beaucoup, mon cher collègue. Y a-t-il des demandes, des questions? Je n'en vois pas. Pour l'unanimité, je vous en remercie. Délibération numéro 26, convention de partenariat avec l'association Rock et Chanson, SMAC d'agglomération. Oui, un second partenariat qui vise à faire vivre la collaboration, la transversalité toujours sur les services et les associations à destination des jeunes de la ville. Là, c'est un partenariat engagé avec l'association Rock et Chanson, SMAC d'agglomération, qui permet de mobiliser les jeunes autour du projet Get Lucky, toujours d'anglais, qui engage les jeunes issus de tous les territoires dans une démarche de création artistique et musicale. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce partenariat, il vous est à nouveau proposé d'approuver les termes de la Convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Pour l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur, Monsieur le maire, en l'absence de Monsieur Hanotin, conseiller municipal délégué à l'habitat et à l'urbanisme. Délibération numéro 27. Alors, on va terminer avec une délibération, en vous demandant un peu de patience, avec quelque chose qui aurait pu faire l'objet d'une des premières délibérations, parce que je voudrais partager avec vous sur le fait que notre ville va, pour une première fois sur l'agglomération, mettre en œuvre les éléments qui sont précis dans cette délibération. Vous indiquez que la loi que l'on appelle engagement et proximité, qui date de début 2020, enfin fin 2019, elle est venue créer tout un tas de boîtes à outils pour renforcer l'application du droit de l'urbanisme. Parmi ces dernières figure la possibilité pour l'autorité compétente, en l'occurrence votre serviteur, d'enjoindre l'auteur d'une infraction pour régulariser une situation et de prononcer une astreinte sans recourir au juge. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est assez simple. Lorsqu'un procès-verbal d'infraction qui a été dressé pour des travaux entrepris par nos services et par nos agents assermentés, et ils ont été exécutés en méconnaissance des obligations, eh bien, on peut, après avoir donc observé cette période de mise en demeure, eh bien, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des éléments qui sont incriminés, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou de déclaration préalable visant à la régularisation. L'idée, c'est que ce n'est pas sortir la machine à souche, c'est pas facile à dire, et d'aller distribuer des amendes à tout va. Bien au contraire, c'est le fait de permettre à nos services eh bien, de pouvoir corriger sans avoir affaire à un recours, on le sait, auprès de tribunaux d'ores et déjà engorgés et pour lequel, on va se le dire, le nombre de condamnations pour des faits courants est quasiment aujourd'hui inexistante, puisque malheureusement nos tribunaux sont engorgés de tout un tas de recours et n'ont pas les moyens d'y répondre de façon autant satisfaisante que nécessaire. Alors, la mise en œuvre de la procédure relève de la compétence du maire, sous forme d'arrêté, après que le conseil municipal en a été sollicité. Les textes nous demandent de moduler en tenant compte de l'ampleur de l'infraction supposée-t-elle. C'est la raison pour laquelle il est demandé que l'autorité délibérante, en l'occurrence l'Assemblée délibérante, en l'occurrence notre conseil, puisse statuer sur ces différentes seuils. La procédure, elle est simple. Procès-verbal d'infraction que l'on transmet sans délai au parquet, puisqu'il y a quand même un élément, on est quand même dans un état de droit évidemment, une procédure contradictoire avant la mise en demeure et en cas de non-exécution, à nouveau contradictoire, et enfin, évidemment, l'application d'un arrêté signé par le maire prononçant l'astreinte qui ne peut pas, c'est la loi, dépasser 500 € et ne peut pas dépasser en montant cumulé 25 000 €. Il y aura une notification, une liquidation, évidemment. Alors, vous expliquez que, comme c'est une première sur l'agglomération, nous sommes allés nous inspirer d'autres communes. Alors, on y trouve vraiment des communes très différentes, des communes du littoral, des communes urbaines, de toute sensibilité politique. Et donc, vous avez pu voir, évidemment, que le montant journalier qui vous est proposé, alors il peut toujours
on peut toujours s'interroger. On a demandé au service, et la proposition du service, telle que proposée, eh bien, de pallier de l'ordre de 50 €, de manière d'aller des moins graves, on va dire, c'est-à-dire les travaux non soumis à autorisation, mais dans le non-respect du document d'urbanisme, à ce qui est évidemment le plus grave, c'est-à-dire l'absence de permis de construire avec des travaux qui ne seraient pas régularisables. Et donc, ça, c'est la loi qui nous oblige. Je voudrais vous dire que l'idée vraiment là, ce n'est pas d'aller faire la chasse aux centimètres manquants, mais d'avoir une vraie réponse. Et là, je veux saluer, on a parlé tout à l'heure du Parlement, je veux saluer le travail des sénateurs et des parlementaires et des députés sur ce sujet, qui ont permis, à travers différentes lois, de donner ce type de boîte à outils, qui n'empêcheront pas celles et ceux qui veulent être dans l'illégalité de l'être, mais qui permettent non seulement d'avoir un élément contradictoire et donc de permettre à chacune et à chacun de se remettre, entre guillemets, dans le droit chemin, qui permettent aussi de respecter le travail de notre direction de l'urbanisme et du patrimoine, qui souvent faisait un certain nombre de recommandations, mais sans exécution possible, sans remettant à la bonne volonté du propriétaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cet outil très pratique. Je voudrais vous donner un chiffre, pour donner évidemment l'ampleur. En 2023, 21 PV d'infraction, que 21 PV d'infraction, ont été dressés suite à des plaintes. Donc on n'est pas en train de sortir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Leur nature, elle est très hétérogène, évidemment, mais on peut citer quand même, porte sur des enseignes commerciales, sur lesquelles on a souvent quelques créations qui s'affranchissent à la fois d'un certain forme de se fondre dans le décor, voire parfois qui sont situés dans des périmètres protégés, notamment par l'architecte des bâtiments de France, les petites extensions, les clôtures non déclarées. Je voudrais aussi vous dire que dans un certain nombre de cas, heureusement rarissimes, et on a eu l'occasion d'en parler, je crois que c'est Madame de Marco qui m'avait posé la question sur une décision municipale, la ville s'est portée partie civile en portant plainte contre le propriétaire quand on estime qu'il n'y a pas une volonté, on va dire, juste de mettre un pas de côté, mais délibérément de, comment vous dire ça de façon non triviale, de s'affranchir au mépris de toute forme du respect de l'état de droit et de faire grosso modo ce que l'on a envie avec le bien qui est le sien. Donc, et quand on est en rencontre avec les riverains, ça nous est arrivé dans un quartier que je ne citerai pas ici, eh bien, on ne pouvait s'en remettre qu'à la décision du juge, qui, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore tombée. Alors, est-ce que c'est 25 000 € qui changeront les choses? Sûrement pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une boîte à outils supplémentaire et de rappeler que la grande partie des gens qui habitent cette ville respectent l'urbanisme, mais que malheureusement, quelques-uns mettent un pas de côté. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va avoir cet outil. Vous précisez évidemment que, comme tout ce genre de choses-là, vous serez informés, puisque là, il s'agit de valider l'échelle qui vous est proposée, et que dans le cadre des arrêtés que je prendrai, eh bien, nous ferons le point régulier. Je souhaite, pour le partager avec vous, que je n'ai jamais pu avoir cette infraction. J'ai envie de dire aussi, parce que j'ai eu quelques-uns de mes collègues de toute obédience politique avec qui on a discuté sur le fait de dire que il serait intéressant d'avoir une ville sur l'agglomération qui porte cette innovation de manière, peut-être, pourquoi pas, à ce que chacune des villes, comme on le fait sur d'autres choses, comme je pense notamment aux infractions de voirie, par exemple, eh bien, on puisse tous se doter d'outils de la sorte. Voilà, pardon d'avoir été un tout petit peu long, mais je voulais vous dire que, d'abord, il y a eu un gros travail de comparaison pour trouver l'échelle qui est marquée, qui vous est indiquée là-dessus. Encore une fois, on pourrait gloser sur 20 ou 30 €. On a fait quelque chose, et puis si une échelle, ça se change. Vous l'avez vu évidemment que selon la gravité des éléments, eh bien, le temps laissé pour la mise en demeure à l'astreinte, évidemment, est dépendant de la gravité de l'infraction. Donc tout ça est tout à fait logique. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, qu'une des villes qui nous a le plus inspiré en la matière, c'est, parce que je voudrais leur rendre, ne pas leur piquer le rêve, je crois que c'est Saint-Jean-de-Luz, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a également des villes dans la Nouvelle-Aquitaine, beaucoup plus au nord du Pays Basque, qui l'ont fait dans des communes beaucoup plus urbaines. Et donc, eh bien, on verra ce que nous réserve la suite, mais je trouvais que c'était intéressant d'abord de vous le présenter, de vous en faire un long exposé, mais qu'on puisse échanger ensemble sur ce nouvel outil. Voilà, mes chers collègues, la parole est à vous si vous le souhaitez. Madame de Marco.
Non, non, mais je vous remercie pour toutes ces explications très intéressantes. Donc, vous souhaitez être le premier maire de la métropole, si je comprends bien, à faire de l'urbanisme punitif. Hein, si je mets ça en parallèle avec l'écologie punitive, non, vous, c'est l'urbanisme punitif. Non, mais je trouve ceci intéressant de le mettre en œuvre. Après, j'aurais souhaité savoir si, par exemple, est-ce que ça concerne des coupes d'arbres dans le jardin, des arbres qui ne sont pas protégés? Est-ce qu'il ne faut pas dorénavant, pour couper un arbre, pour abattre un arbre, avoir donc une autorisation? Et ça concerne également ce type d'infraction. Est-ce que sur les 21 plaintes, vous avez dit tout à l'heure de 21 plaintes qu'il y a eu en 2023, c'est de toute catégorie par rapport à ce que vous avez présenté sur les natures des infractions? D'accord. Non, non, mais c'est intéressant, on va voter pour, mais c'était une petite pique. Ça me fait bien plaisir pour terminer le conseil municipal. Ben voilà. Écoutez, si je peux vous donner du plaisir, ma chère collègue, vous m'envoyez ravi. Je prends des risques, j'en doute pas. Nous avions pourtant commencé la semaine ensemble, ma chère collègue, enfin la semaine dernière, dans une forme de concorde. C'était un rendez-vous manqué au Sénat, je suis désolée. C'est l'histoire de notre vie, ma chère collègue, oui. des rendez-vous vous oubliez manqués. de donner des informations quand vous êtes présent avec le conseil municipal des jeunes, c'est regrettable. Bien. Bon, allez. Alors, monsieur Joliot, je vais répondre après au pic et au trèfle de madame la sénatrice. Personnellement, je trouve toujours intéressant le fait de pouvoir se doter d'outils, que la collectivité publique, que la puissance publique ait des outils supplémentaires pour pouvoir faire respecter le cadre réglementaire et tout simplement la bienséance parfois. Donc je pense que c'est une bonne chose en soi. Après, évidemment, bon, vous l'avez un peu dit, mais effectivement, il ne faut pas que ça devienne une espèce d'outil supplémentaire de tracasserie administrative qui cherche la petite bête en permanence. Par contre, pour des contrevenants, récalcitrants, récidivistes, etc., je crois qu'avoir un outil de cet ordre sera forcément bénéfique. Merci, mon cher collègue, pour cette intervention constructive sans pique. D'autres, monsieur Bimboire. Juste, on peut même considérer, par rapport à ce qu'a dit le sénateur, c'est effectivement donner un plus au maire en espèces pour pouvoir résoudre des problèmes et éviter toutes les contraintes administratives. Voilà, donc je pense que c'est un plus. Et si effectivement et le Parlement et le Sénat ont travaillé dessus, c'est que c'est avec pertinence et parce qu'il y avait des demandes, me semble-t-il. Encore une fois, je n'aime pas les généralités. Il faut se rendre compte des milliers d'actes qui sont traités chaque année par notre service. Je vous ai parlé des infractions. Mais dans ces infractions, d'abord, on y trouve une grande partie qui a été solutionnée et une autre qui... elle, par contre, sur lesquelles il y a des gens qui, grosso modo, ont compris que l'absence de réponse judiciaire suffirait à leur tranquillité. Pour répondre à... Monsieur le sénateur. Juste un petit mot pour dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous savez, on dit que la justice est encombrée, elle est longue et tout ça. Il y a 30 ans de ça, il y avait, je crois que c'est 200 actes qui amenaient à dépôt d'une plainte. Aujourd'hui, il y en a 4000. Je ne pense pas que les effectifs de la justice aient été multipliés par 40 ou par 20, pardon. Alors, pour répondre à la pique de ma chère collègue, d'abord, on doit punir ceux qui ne respectent pas, ce qui n'est pas le cas de l'écologie punitive qui punit tout le monde sans distinction. Toujours. Mais je sais que c'est ce qui fait le sel de notre relation. Je voulais plus sérieusement vous dire que la réponse à votre question est oui. C'est-à-dire qu'on peut le mettre en œuvre, ce genre de choses-là. Évidemment, ça ne fera pas repousser l'arbre, pour la coupe d'arbres en zone protégée. Voilà. Donc, voilà. Donc, encore une fois, et puis l'occasion, puisque nous avons deux législateurs dans cette auguste assemblée, le fait aussi de pouvoir échanger sur l'application dans le concret de ce type de loi pour que, pourquoi pas, dans quelques années, on puisse déplafonner, qu'on puisse préciser un certain nombre de choses. C'est le cas. En tout cas, je partage avec vous, ma chère collègue, le fait que nous soyons la première commune à le mettre en œuvre. Je suis sûr que ça doit vous ravir, une fois plus, que Talence soit exemplaire en la matière.
Je le partageais. Ah là là. Mais n'hésitez pas à prendre la parole avec le micro quand vous avez des choses à dire. Et je crois qu'il ne marche qu'avec Isabelle Rami, en fait. Voilà, il est en reconnaissance faciale. Il y a de la discrimination, moi je ne suis pas d'accord. Alors, donc le vote est pour l'ensemble du groupe de Talents sans transition. Madame Kellier. Pour également. Très bien. Et Monsieur Joliot. Pour tout le monde pareil. Eh bien écoutez, je vous remercie pour cette belle unanimité. Je voudrais, avant que vous vous leviez, puisque certains battent le record du monde du 100 mètres lorsque j'ai dit la séance est levée, vous préciser que le prochain conseil municipal aura lieu, ici même, le lundi 8 avril 2024. Donc lundi 8 avril 2024. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci, la séance est levée.